Bonjour ou bonsoir à tous. Je tiens à signaler que la vidéo que vous allez regarder est un re-upload. Cette vidéo date d'il y a 7 ans. Ce que vous allez entendre n'est pas adapté aux personnes sensibles et déconseillé aux personnes mineures. Je vous souhaite une excellente écoute. Bon voyage. De fièvre et de sang, de Sir Cédric. Il sera dit que j'ai versé le sang de l'innocent. À quoi sert le sang, si ce n'est à être versé? Clive Barker, Candyman. Première partie. Les victimes. Chapitre 1. La fille s'appelait Héloïse Lombard. Elle avait 16 ans. Et à présent, elle savait qu'elle allait mourir. Il était évident que ses ravisseurs comptaient la tuer. Quand il l'avait traînée de force ici, sans qu'elle ne puisse rien faire pour se défendre, quand il lui avait arraché ses vêtements un par un, jusqu'à ce qu'elle soit entièrement nue, et qu'il l'avait attachée à des sangles solidement serrées autour de ses poignets et de ses chevilles, sur un matelas poisseux, elle avait encore cru qu'il ne voulait que la violer. Et cette pensée était déjà insupportable. Mais au fond d'elle, là où l'âme ne se ment pas, elle le savait. Ses tripes le savaient. Ce qu'ils allaient lui faire quand il reviendrait serait bien pire qu'un viol. Elle avait vu les flaques écarlates dans la cour de la ferme. C'était du sang. Et il y en avait partout à cet endroit. Ils avaient fait cela à d'autres filles avant elle. Et bientôt, très bientôt, ce serait son tour. Immobilisée et impuissante, Héloïse recommença à sangloter. Pour la 100e fois peut-être, elle essaya de tirer sur les sangles qui l'entravaient. Cela faisait mal, oui, quand la texture rigide de ses liens mordait dans sa peau. Un peu plus mal à chaque traction. Pourtant, Héloïse continuait, s'acharnait, s'arc-boutant sur le matelas avec l'énergie du désespoir. Elle grelottait sous le froid. La pièce n'était pas chauffée. De la chair de poule se dressait sur ses jambes nues, sur son sexe exposé, sur sa poitrine opulente dont elle était si fière et qui lui faisait subitement honte. Roman Salaville l'avait pétrie à chaque endroit de son corps, tout en lui maintenant les bras, le temps que son frère, Claude Salaville, lui attache les poignets. La vérité, c'est qu'elle aurait préféré être déjà morte, plutôt que de sentir ses doigts calleux sur sa peau. Il y avait une fenêtre juste en face d'elle, mais les volets étaient clos, ne diffusant que de pâles rayons de lumière. Dans cette demi-pénombre, Héloïse distinguait un plafond soutenu par d'épaisses poutres, comme c'était le cas dans les maisons rustiques. L'unique meuble était une commode en bois, avec un grand miroir au verre brisé posé dessus. Quand elle tournait la tête, elle apercevait 2 portes, une de chaque côté de la pièce. Toutes les 2 étaient entr'ouvertes. La porte de droite menait au cœur de la maison. Ses ravisseurs l'avaient fait entrer par l'autre, celle qui était située à gauche et qui s'ouvrait sur la cour de la ferme. Un instant de rêve fou, elle crut que les sangles se relâchaient et elle se vit libre. Elle s'imagina en train de courir, traversant cette cour maculée de sang, franchissant la clôture de la propriété et parvenant jusqu'à la route. Elle n'aurait qu'à attendre que passe une voiture. Elle pourrait être sauvée, oui. Malheureusement, ce rêve éveillé ne dura pas. Héloïse Lombard n'était pas stupide. Elle savait que rien de cela ne pouvait se produire. La ferme des Salaville était située à flanc de montagne, dans les bois noirs, où personne ne s'aventurait. Ici, tout n'était que champs en pente, arbres immenses et rochers chaotiques. On ne rencontrait aucune propriété sur des kilomètres à la ronde. Sans oublier que personne ne rendait jamais visite à ces 2 garçons qui avaient toujours vécu isolés comme des ours. Personne ne lui viendrait en aide. Cette pensée fit surgir de nouveaux sanglots dans sa gorge. Était-ce une sorte de punition? Malgré elle, une culpabilité irrationnelle avait planté ses crocs dans son cœur. Mais qu'avait-elle pu faire de mal? C'étaient les vacances. Elle en avait tout simplement eu assez de rester seule à la maison où elle s'ennuyait ferme comme toute fille de 16 ans. Quand elle avait appelé Lucie Jourdain et que son amie lui avait proposé de venir chez elle regarder des films, elle avait entrevu une perspective de divertissement dans cette grise soirée d'octobre. Elle avait laissé un mot pour ses parents sur la table de la cuisine et en moins de 2 minutes plus tard, elle enfourchait son vélo. En dépit de la pluie qui était tombée toute la matinée
et une partie de l'après-midi, il ne faisait pas si froid pour la saison. Héloïse se concentrait sur les roues de son vélo qui glissaient parfois toute seule sur le bitume encore humide. Elle n'était qu'à un bloc de la maison de Lucie quand elle avait remarqué qu'un 4x4 la suivait. Elle avait d'abord pensé qu'il s'agissait de quelqu'un qui s'était perdu. Il devait tourner en rond, roulant au ralenti à la recherche de la bonne intersection. Rien d'étonnant à cela, car toutes les résidences se ressemblaient comme des gouttes d'eau dans le quartier. Quand le 4x4 s'était approché, elle avait supposé qu'il voulait la doubler et qu'il craignait peut-être de la renverser. Ennuyée par ce ronronnement de moteur juste à côté d'elle, elle avait fini par poser le pied par terre, au panneau stop du bout de la rue pour que ce maudit véhicule passe enfin. Au lieu de cela, le 4x4 s'était arrêté à son tour, le moteur toujours ronflant, la portière arrière s'était ouverte et l'homme en était descendu. Il était obèse, engossé dans une paire de jeans délavés et une épaisse chemise à carreaux qui avait du mal à contenir sa masse. Elle le connaissait. C'était Roman Salaville. Et il venait de temps à autre aider Monsieur Ortega au rayon charcuterie de la grande surface. À ce qu'on racontait, il vivait dans la montagne avec son frère, et tout le monde s'accordait à dire qu'ils étaient un peu spéciaux les deux Salaville. Leurs parents étaient partis s'installer en Espagne une dizaine d'années auparavant, laissant leur maison à leurs deux fils, et depuis personne n'avait jamais eu la moindre nouvelle d'eux. Roman et Claude étaient âgés d'une vingtaine d'années à l'époque. Selon Lucie Jourdain, ils avaient de graves problèmes d'alcool et avaient même séjourné en établissement psychiatrique. Ils étaient suivis, comme on dit. C'était le père de Lucie qui lui avait expliqué cela. Le père de Lucie travaillait à l'hôpital Saint-Vincent et il savait de quoi il parlait. Dès le début, Héloïse avait compris que quelque chose n'allait pas, à la manière dont Roman Salaville s'était approché d'elle, légèrement courbé en avant, à l'affût. Monsieur Salaville, je peux vous aider ? Du coin de l'œil, elle avait jeté un regard à la rue. Le quartier était désert. Elle avait instinctivement posé son pied droit sur la pédale, prête à démarrer aussi vite que possible. Mais elle était subitement prise d'une angoisse d'un petit animal face à un prédateur. Tout allait trop lentement. Une partie de son cerveau remarqua que la chemise que portait Roman Salaville était déchirée. On voyait très nettement ses poils sous son bras, et au-dessus de sa ceinture, le bout de gras de son ventre qui émergeait et tressautait à chacun de ses pas. Elle avait senti l'odeur désagréable sur lui. Cela rappelait le stand de charcuterie de Monsieur Ortega, en plus nauséabonde. L'odeur de la viande avariée. Mais le pire, c'était son regard. Ce qui luisait dans ses petits yeux noirs de cet homme. Comme s'il avait vu une glace et qu'il voulait l'engloutir d'une seule bouchée. Ne vous approchez pas comme ça. Sans prévenir, le gros bonhomme s'était rué sur elle. Héloïse avait voulu reculer. Elle avait poussé un cri. Les mains de l'homme s'étaient refermées sur elle et il l'avait arrachée de son vélo sans le moindre effort. Ainsi serrée dans ses bras puissants, elle était incapable de se débattre. L'homme l'avait empêchée de hurler en plaquant sa grosse main sur sa bouche, lui écrasant la lèvre inférieure contre ses dents. Le goût de son propre sang avait inondé sa langue. Puis, il l'avait traînée à l'arrière du 4x4, tandis que son frère démarrait sur les chapeaux de roue. Ils avaient roulé longtemps, en suivant les petites routes à travers champs, sans croiser le moindre véhicule. Durant tout le voyage, le gros Roman Salaville l'avait maintenu pressé contre lui. À un moment, il avait posé ses lèvres sales sur son cou, sur ses cheveux. Elle avait senti la main de l'homme glisser sur sa poitrine pour la pétrir. Elle n'avait rien dit. Elle avait juste pleuré. Des larmes douloureuses, des larmes au goût de sang. Et maintenant, ils allaient la tuer. C'était évident. Héloïse Lombard entendit un bruit qui l'arracha à ses pensées. Des pas, dans la pièce voisine, suivi d'un léger grincement. Elle tourna la tête dans cette direction. C'était la porte de droite qui s'ouvrait tout doucement et dont les gonds gémissaient. Héloïse se raidit. Pourtant, il ne s'agissait pas des frères Salaville. C'était un animal. Il passa la tête par l'entrebâillement de la porte, puis sa silhouette fluide se faufila par l'ouverture. Un chien ? Ou en tout cas, c'est ce que pensa tout d'abord Héloïse. Cette bête ressemblait à un chien, noir et maigre, le poil pelé, les yeux comme des braises. Mais ce n'était pas un chien. Pas du tout. Le loup s'approcha d'elle à petits pas. Elle sentit la laine fétide de l'animal. Elle vit ses crocs jaunes sous ses babines.
La bête l'observait de ses petits yeux rouges brillants qui semblaient rassembler toute la méchanceté du monde, et dans lequel elle avait reconnu l'étincelle de folie qui avait brûlé dans le regard de Romance à la ville. Héloïse ferma les paupières et se raidit. Pourtant, l'animal n'attaqua pas. Elle rouvrit les yeux. Il n'y avait plus la moindre trace du loup dans la pièce. La porte était entr'ouverte. Une hallucination ? Était-ce ce qui venait de se produire ? Une sorte d'illusion d'optique ? Ou peut-être un rêve éveillé ? C'était la première fois qu'une telle chose lui arrivait en tout cas. Elle venait de dépasser son seuil de résistance. Si la torture continuait, elle allait devenir dingue, purement et simplement. Elle recommença à sangloter. C'est alors que la porte de gauche, celle de la cour, s'ouvrit en grand. L'épaisse silhouette de Romance à la ville se découpa dans l'encadrement. Dans la gorge d'Héloïse, le sanglot se mua en cri de terreur absolue. Cette fois, le danger était bien réel. Elle tira de plus belle sur les sangles. Elle se cambra sur le matelas, en vain. L'homme approcha sans se presser. Chapitre 2. Quand l'obèse se pencha au-dessus d'elle, elle fut assaillie par son odeur suffocante. Il portait toujours la même chemise déchirée, tendue sur son énorme ventre. Mais à présent, ce vêtement était humide, comme s'il avait été aspergé de quelque matière visqueuse, rouge. Le voyant de près, Héloïse se rendit compte que le visage de Romance à la ville était lui aussi barbouillé de cette épée liquide. Un masque de sang. Son sourire incompréhensible persistait, comme figé sur ses lèvres. Ses yeux n'étaient plus que deux gouffres noirs. « Tu es la prochaine. Tu as été choisie. » Sa voix était étonnamment douce. Il avait dit ça presque machinalement, comme s'il s'agissait de la chose la plus anodine qui soit. Derrière lui, son frère entra à son tour dans la pièce. Des deux, c'était celui qu'Héloïse avait croisé le plus rarement. Elle ne l'avait aperçu qu'à la grande surface qu'à 2 reprises, peut-être 3. Physiquement, les deux hommes ne se ressemblaient pas. Alors que Roman était gros, Claude se révélait maigre et efflanqué. Et puis Roman avait l'air stupide. Claude, lui, dégageait une aura d'intense méchanceté. Claude Salaville ne portait qu'une paire de jeans et des bottes militaires. Son torse était nu. On y voyait ses côtes fines et apparentes qui gonflaient sa cage thoracique à chacune de ses inspirations. Lui aussi avait été aspergé de sang. On aurait dit qu'il avait giclé sur lui et qu'il s'était frotté avec ensuite. Il n'affichait pas le regard hagard de son frère, mais ses yeux brillaient du même feu noir et implacable des ouragans et des incendies, de toute la destruction inexorable du monde. Il levait une main luisante. D'énormes gouttes rouges vives s'écoulaient sur le sol. L'odeur qui se dégageait de lui était insoutenable. « Détache-la !» Son frère Roman ne dit rien. Il s'approcha juste de la fille et se pencha pour défaire les sangles qui lui emprisonnaient les chevilles. « Ne bouge pas. Tout ira bien, » lui dit l'obèse. Héloïse serra la mâchoire. Ce foutu menteur. Romance à la ville batailla avec les liens. Sa jambe droite fut libérée. Puis ce fut le tour de sa jambe gauche. Durant un instant, elle n'osa bouger. Elle n'osa respirer. Elle sentit que ses mains étaient détachées à leur tour. Alors, elle se replia en fœtus, muscles tétanisés, un brusque déferlement d'adrénaline brouillant ses pensées. Un filet de sang s'écoula de son nez, et elle fut saisie d'une canne de toux. « Tu vas te tenir tranquille, d'accord ?» lui intimida Claude. Il la saisit par le bras pour la mettre debout, mais ses doigts gluants glissèrent sur le bras de la jeune fille. Et voilà que tout à coup, Héloïse se retrouvait libre. Elle n'était plus attachée, plus personne ne la retournait. C'était maintenant ou jamais. Elle vivait ou elle mourait. Elle ne réfléchit pas à ce qu'elle faisait. Elle n'en avait pas le temps. Elle bondit simplement en avant, elle poussa de toutes ses forces sur ses jambes. Elle sentit la main de Roman qui effleurait son épaule, elle entendit son cri de rage, et tout se déroula très vite. Vacillant, priant pour ne pas perdre l'équilibre, elle abandonna des mèches blondes dans la main du bonhomme. Claude Salaville hurlait à son frère de l'attraper, vite. Mais Héloïse courait déjà vers la seconde porte, celle qui menait dans la maison. Elle la poussa, faillit glisser, mais se rattrapa à l'encadrement. Puis, elle claqua la porte derrière elle et s'élança dans un corridor plongé dans la pénombre.
Elle entendit les jurons et les cris de bête poussés par les deux frères qui se lançaient à sa poursuite, défonçant presque la porte dans leur hâte. Un vase renversé au passage se brisa dans un fracas de tous les diables. Héloïse Lombard continua de courir sans se retourner. Au bout du couloir se trouvait une autre chambre. Elle renferma la porte et faillit hurler de joie en voyant une clé sur la serrure. Elle s'empressa de la tourner. Presque aussitôt, la porte trembla sur ses gonds. Héloïse s'en éloigna aussi vite que possible et se précipita vers une deuxième issue, située à l'extrémité de la pièce. Elle découvrit un autre couloir, et ce qui semblait être de nouvelles chambres, toutes plongées dans la même pénombre tenace. Le moindre volet de cette maison semblait fermé. Elle hésita, fouillant l'obscurité du regard. Le cœur de la maison se trouvait là-bas. Elle distinguait une cuisine à droite et un salon droit devant. Autant d'endroits où se cacher. Mais il finirait par la retrouver, n'est-ce pas? Que ferait-elle quand, fatalement, elle se heurterait à une pièce sans issue? Derrière elle, la porte s'ébranla à nouveau. Une inspiration subite la traversa. Héloïse revint sur ses pas aussi vite qu'elle le put, juste derrière la porte sur laquelle s'abattaient les poings de ses ravisseurs. Il y avait un étroit placard encastré dans le mur. Elle se sentait assez mince pour s'y cacher. Quoi qu'il arrive, elle n'avait plus vraiment le choix à présent. Elle eut à peine le temps de se glisser dans cette alcôve avant que Romance à la vie ne se jette une nouvelle fois sur la porte et cette fois l'arrache littéralement de ses gonds. Recroquevillée dans le placard, le dos meurtri par les étagères, elle n'avait que l'écran de la porte pour se dérober à leur regard. Mais les deux frères bondirent droit devant elle et se précipitèrent à travers la chambre. Arrivés dans le salon, ils se mirent à ouvrir toutes les portes à la volée. « Elle est où? Où est-ce qu'elle se cache, cette petite salope ?» beugla Romance à la ville. « Elle ira pas loin. Je vérifie la réserve, toi tu t'occupes du séjour, » fit la voix de son frère. Héloïse passa un bras hors du placard et repoussa la porte défoncée. Les frères ne se trouvaient plus dans son champ de vision, mais elle entendit les portes claquer dans les autres pièces. Des objets étaient renversés. Il lui fallait prendre une décision maintenant. Elle se faufila hors de sa cachette et remonta le corridor aussi vite qu'elle put, revenant dans la chambre où il l'avait séquestrée. Elle posa les yeux sur le matelas nu et les sangles qui y étaient fixés. Elle remarqua que la toile de ce matelas était couverte de taches brunes et frissonna. Mais ce n'était pas le moment de perdre ses moyens. Les deux psychopathes ne tarderaient pas à comprendre qu'ils étaient partis dans la mauvaise direction et finiraient par revenir la chercher de ce côté. Elle traversa la pièce à la hâte et en frôlant le mur de son épaule, heurta une vierge en bois qui y était accrochée. L'icône tâta en échouant sur le sol. Héloïse se retint de pousser un cri de terreur. Elle se tapit dans l'entrebâillement de la chambre et jeta un œil au dehors. D'ici, elle ne pouvait apercevoir qu'une partie de la cour de la ferme et tout le sang qui y était répandu. De larges flaques luisantes. Elle ne voulait pas chercher à savoir. Tout ce qui comptait, c'était de sortir d'ici, s'enfuir. De l'autre côté de cette cour se trouvait une deuxième maison. Tous volets fermés, là-bas aussi. À mi-chemin, entre les deux bâtiments se dressait une grange, en pierre. Elle pouvait apercevoir la clôture de la ferme. Un mur recouvert d'enchevêtrements de fils de fer barbelés. Si elle courait assez vite, pourrait-elle l'atteindre sans qu'il ne la voie? Dans son dos, le vacarme cessa. Elle entendit les voix des Salavilles qui se concertaient. Puis le bruit de leurs pas. Ils revenaient déjà dans sa direction. Elle cessa de réfléchir et s'élança. Elle parcourut les premiers mètres sans encombre. Quand elle pétina les flaques de sang, ses pieds nus glissèrent. Elle crut bel et bien qu'elle allait déraper et s'étaler. Mais elle parvint in extremis à conserver son équilibre. Elle continua de courir et en perdre haleine. Elle ne savait pas si ses bourreaux étaient proches ou pas, et cette incertitude était terrifiante. Arrivée à mi-chemin, elle n'y tint plus, et se jeta derrière un bac en pierre empli d'eau de pluie. Son cœur battait à tout rompre. Elle risqua un regard en arrière. Le silence le plus total régnait dans la maison. Elle se tourna alors en direction de la clôture et de la liberté, et s'arrêta net. Le loup noir était revenu. Il se tenait devant le mur d'enceinte, droit et immobile. Ses yeux brillaient d'un éclat rougeâtre. Il dénuda ses crocs. Un sourire vicieux. Héloïse Lombard se força à ne pas hurler, à ne pas bouger. Le loup lui interdisait le passage. Elle souleva la tête. Son sang frappait à ses tempes. Elle devenait folle, ça devait être ça. Le loup ne bougeait pas. Il fallait qu'elle se ressaisisse, qu'elle se dépêche de fuir avant que cette bête ne l'attaque. Elle se retourna tout doucement et battit en retraite. La grange, c'était l'abri le plus proche. Elle ne voyait pas d'autres options dans l'immédiat. Elle se faufila le long de la façade de pierre jusqu'à la porte entr'ouverte. Elle se glissa dans l'interstice. Elle y était arrivée, et l'animal ne l'avait pas suivie. Elle inspira profondément.
C'est là qu'elle réalisa. Elle n'avait pas fait attention à l'odeur avant d'entrer ici. La puanteur la frappa comme un poing, la fit reculer dos au mur. Elle sentit les muscles de ses jambes qui fléchissaient contre sa volonté, et elle se demanda si elle allait s'écrouler. Elle ouvrit sa bouche pour crier sans y parvenir. Ses yeux ne pouvaient pas se détacher du spectacle qui s'offrait à elle. Il y avait des cadavres ici. Pas juste quelques-uns, des dizaines. Des corps humains dépecés. Certains avaient les chairs noircies par la décomposition. On les avait entassés les uns sur les autres, et l'espace d'un instant, la vision parut surréaliste. Elle crut se trouver face à un tas d'animaux, dans un quelconque abattoir. Il n'en était rien. Il s'agissait bien de silhouettes humaines, de personnes mortes, leur chair ouverte et violée, leurs membres mutilés, leurs gorges tranchées, leurs chevelures poisseuses. Un des cadavres était encore suspendu dans le vide, la tête en bas, au-dessus d'un seau en métal, empli aux 3/4 de son sang. Mais ce qui frappa le plus Héloïse, c'est que cette silhouette pendue par les pieds n'avait plus de visage. On lui avait enlevé, arraché, toute parcelle de peau depuis le sommet du front jusqu'à la base du cou. Cette fois, la réalité se fissurait pour de bon. Le chaos s'infiltra dans sa tête. Héloïse sentit une main se refermer sur sa nuque. Celle de Claude Salaville. Chapitre 3. Son sang se figea. Un froid glacé l'envahit, mais il était hors de question de ne pas lutter tant qu'elle en avait la possibilité. Elle se retourna et mordit la main posée sur elle. Poussant un juron, l'homme s'écarta. Un mince répit. Elle aperçut alors Roman Salaville. Elle ne l'avait pas vu s'approcher. Il se jeta sur elle et referma ses énormes bras autour d'elle. Son frère Claude se planta devant elle et la gifla. 1 fois, 2 fois. Non! Oh si, Susurra Roman dans le creux de son oreille. il le faut. Non! Hurla la fille en vain. Tandis que l'obèse la serrait contre lui, Claude entreprit de lui passer une sangle autour des pieds. Il tira d'un coup et la sangle se bloqua. Elle comprenait ce qu'ils allaient faire d'elle maintenant. C'était pour ça qu'ils l'avaient kidnappée. Et c'était pire encore que tout ce qu'il aurait pu imaginer. Claude passa ensuite un S de bouchée dans la sangle, meurtrissant ses chevilles, et il s'écarta pour aller actionner une poulie contre le mur. Une épaisse corde se tendit. Héloïse se sentit soulevée. Le monde se renversa, et elle fut hissée, tête en bas. Ses mains griffèrent furieusement les airs autour d'elle, tandis que le sang affluait dans son crâne, comprimant ses tempes. Elle n'arrivait même plus à hurler. Elle s'éleva par secousses à chaque nouveau tour de manivelle. Quand elle fut à bonne hauteur, il bloqua la corde, puis s'approcha à nouveau, un couteau à désosser dans les mains. La lame bleutée, aiguisée comme un rasoir, luisait dans la pénombre de la grange. « Roman, apporte un autre seau, dépêche-toi !» Héloïse Lombard essayait de se débattre, impossible. Elle était suspendue par les pieds côte à côte avec la précédente victime, son visage écorché presque collé contre le sien. Elle se mit à prier. Jésus, Bouddha et toute divinité susceptible de l'entendre. À présent, seul un miracle pouvait la sauver. Claude s'approcha, levant le tranchant du couteau vers son ventre dénudé. Elle sentit la lame froide posée sur son sexe. C'est alors qu'une sonnerie assourdissante retentit. Le couteau s'écarta de sa peau. Le volume de la sirène était si puissante que le toit de la grange vibrait, relâchant des tourbillons de poussière. Cela dura une dizaine de secondes, puis stoppa. Les 2 frères se regardèrent. Leurs yeux s'étaient chargés d'une brusque inquiétude. La sonnerie retentit à nouveau, plus longtemps cette fois. Les poutres du toit recommencèrent à frémir sous l'effet des haut-parleurs. Claude recula d'un pas. Roman ouvrit des yeux ronds. « Tu veux que j'aille voir ?» Claude regarda la fille pendue, puis son frère. « Non, t'es trop con. Si ce sont les flics, tu vas te faire baiser. Je vais voir, tiens !» Il lui remit le couteau à désosser. Puis, il marcha jusqu'au vieux placard en bois qui croulait sous divers outils et cordages, et ouvrit le tiroir principal. Il retira un fusil de chasse. Il récupéra également un lot de cartouches, après quoi il se hâta vers la porte de la grange. « Tu restes là, c'est bien compris. Tu gardes un œil sur la petite salope, et tu attends que je revienne. » La sonnerie retentit une 3e fois, avec une insistance accrue. Leur visiteur perdait patience. Claude sortit de la grange et se dirigea vers la maison. Roman se gratta le ventre, songeur. Il se tourna vers la fille suspendue,
et observant son corps délié, lui offrit un sourire torve tandis que ses doigts glissaient sur ses fesses. Héloïse Lombard ne dit rien. Elle se remit à prier. Chapitre 4. La femme relâcha le bouton de la sonnette quelques secondes, puis appuya de nouveau avec opiniâtreté. Dans les tréfonds de la bâtisse, la sonnerie stridente retentit une nouvelle fois. Impatiente, elle secoua nerveusement sa chevelure blanche qui ondula sur l'écran noir de son blouson en cuir. En dessous, ses jambes étaient moulées dans un pantalon de tailleur strict. Un peu en retrait sur le chemin de terre qui menait à la ferme, le commandant Alexandre Vauvert l'observait sans rien dire. Il avait accepté d'accompagner sa collègue jusqu'ici, mais il ruminait quelque peu. Ces dernières années, il avait souvent entendu parler d'elle. Pas toujours dans les meilleurs termes, mais il y avait une chose sur laquelle tout le monde s'accordait, c'était bien sur le fait qu'Eva Svarta était la profileuse la plus redoutable que la brigade criminelle ait eue dans ses rangs depuis longtemps. Elle s'était spécialisée dans tout ce qui touchait, de près ou de loin, aux sectes, et plus particulièrement aux affaires baignant dans l'occulte. On disait que ce qui l'intéressait avant tout, c'était de coincer de véritables tueurs en série. En la matière, elle avait acquis la réputation d'être la meilleure. Quand Paris avait demandé son transfert à Toulouse dans sa propre équipe, Vauvert n'avait pas eu son mot à dire. De toute façon, c'était elle qui avait fait le rapprochement entre les disparitions. Jusqu'ici, il devait l'avouer, elle n'avait pas commis la moindre erreur. Quant à l'aube, elle l'avait appelé pour lui expliquer qu'elle avait trouvé un lien avec les frères Salaville, il n'avait pas discuté non plus. L'albinos tambourina sur la porte. « Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent, bon sang !»« Ils ne sont peut-être pas là ?» hasarda Vauvert. « Ne dis pas de sottises. Tu as très bien vu que leur 4x4 est garé là-bas. C'est leur unique véhicule. »« En tout cas, tous les volets sont fermés. »« Et ça ne te semble pas bizarre ?» Vauvert soupira. « Je ne dis pas le contraire. Mais que veux-tu faire ? La procureure refusera de nous signer la moindre commission rogatoire tant qu'on n'a pas de preuves tangibles à lui fournir. » Eva Svarta se retourna pour lui faire face, un rictus figé au coin de ses lèvres fines. Elle portait ses éternelles lunettes noires, qu'elle n'enlevait jamais. On disait que ses yeux étaient si sensibles qu'elle serait aveugle en plein jour. Mais on racontait tellement de choses sur cette femme que Vauvert préférait ne pas se fier au ragot. « Nous pouvons avoir des tonnes de preuves, insista-t-elle. Il suffit d'entrer. »« Tu es sûr que ce sont eux qui ont fait le coup, hein ?»« Plus que ça encore. Je sens ce genre de choses. »« Je veux bien le croire. Mais ils sont peut-être allés sur leur propriété et ils n'entendent pas. » La profileuse fulmina. « Tu veux rire ? Tu as entendu cette sonnerie ? Elle doit retentir jusqu'au pic du midi. D'après toi, quel genre d'individu serait assez parano pour installer un tel système ?» Vauvert laissa échapper un grognement. Pour autant qu'il le sache, cela ne prouvait pas grand-chose. Il soupçonnait la plupart des énergumènes qui vivaient dans le coin de s'équiper de ce genre de système, voire de choses plus farfelues encore. Certains n'hésitaient pas à truffer leurs champs de pièges à loups pour décourager les chasseurs ou les cueilleurs de champignons. Mais ils étaient chez eux après tout. C'était l'endroit le plus strict. Et il avait toujours pensé que ces gens ne faisaient de mal à personne en vivant à leur guise et en évitant de se faire emmerder par les touristes. Eva Svarta était une citadine. Elle ne pouvait pas comprendre. « Ça ne change rien à la procédure, lui rappela-t-il. On n'a pas la moindre preuve. Tu n'auras jamais de commission rogatoire sans un élément solide. Peut-être qu'on devrait d'abord essayer de... Ce sont eux. » Vauvert haussa les épaules, vaincu. « D'accord, je t'écoute. » Il avait compris qu'il ne servait à rien de lutter avec ce bout de femme. Et il était fatigué. Qu'elle agisse comme elle le souhaitait. Il savait reconnaître les vrais flics. Eva Svarta en était un. Une prédatrice qui traquait les prédateurs. On ne raisonnait pas une personne de ce genre. Il en savait quelque chose. Il était exactement comme ça lui-même. Il repensa aux maigres éléments dont il disposait. Héloïse Lombard avait été enlevée la veille en début de soirée, soit un peu plus de 15 heures auparavant. C'était le commandant Svarta qui avait fait le lien entre cet enlèvement sur lequel elle travaillait depuis plusieurs semaines. 5 jeunes femmes en tout, âgées de 17 à 23 ans, qui avaient été portées disparues dans 3 départements, Aveyron, Ariège, Tarn, et ce au cours des 8 derniers mois. Avant qu'elles ne reprennent le dossier, les divers services régionaux s'étaient contentés d'archiver les rapports, faute du moindre indice suggérant des enlèvements. Les profils de ces filles étaient pourtant semblables. Toutes vivaient seules, et toutes s'étaient évaporées de la nature, sans prévenir qui que ce soit. Devant la résidence de 3 d'entre elles, on avait trouvé des traces de pneus de 4x4, mais cela ne voulait pas dire grand-chose, ce genre de véhicule étant largement répandu en milieu rural. L'attention de Svarta avait été happée par un détail. Une inscription retrouvée chez une jeune étudiante qui venait d'emménager dans la banlieue d'Espalion, dans l'Aveyron. Chronologiquement, il s'agissait de la seconde disparition signalée. Alors que tout semblait en ordre dans son appartement, le miroir de sa salle de bain avait été brisé. Sur le sol carrelé de la douche, quelqu'un s'était servi de rouge à lèvres pour écrire « Zalmoxis, Abaddon, Oriens,
Easton. Les gendarmes n'y avaient pas prêté attention. Le texte incompréhensible relevait de l'anecdote à leurs yeux. Ils avaient effectué leur constat comme si de rien n'était, avaient conscieusement pris des photos de chaque mur et avaient répertorié les miroirs brisés. Le procès-verbal s'était ajouté sur la pile des autres disparitions non résolues. Chez la policière du quai des Orfèvres, en revanche, toutes les alarmes s'étaient déclenchées. Des noms de divinités infernales retrouvés au domicile d'une personne signalée comme disparue, hors de question pour elle d'ignorer ce genre de détails. Elle avait exigé qu'on l'informe de toute autre disparition dans la région. Cela n'avait pas tardé. Quand Amandine Munoz, vivant à Pamiers, à plus de 200 km de là, avait disparu à son tour, aucune trace d'effraction n'avait été constatée. Pourtant, le miroir accroché dans le séjour de son appartement avait été retrouvé brisé. Cette fois, c'était d'un marqueur indélébile qu'on s'était servi. L'inscription s'étalait sur la tapisserie de la chambre à coucher. Izua, Orilu, Sisis, Uliro, Osoy. Eva Svarta n'avait plus le moindre doute. Quelque chose était en cours. Quelque chose de très inquiétant. En moins d'une semaine, elle avait ainsi isolé 5 cas de disparition dans des circonstances similaires. Elle avait aussitôt demandé une extension de compétences afin d'être dépêchée au SRPJ de Midi-Pyrénées, dans l'équipe de Vauvert qui s'occupait déjà de 2 des affaires. Ce n'était qu'une intuition, une suite de regroupements abstraits basés sur une étude comportementale purement théorique. Mais Vauvert devait avouer que ça tenait la route. Au stade où ils en étaient, c'était une piste. Il jeta un œil au gros véhicule couvert de poussière garé plus loin. Le portail de la ferme était fermé par un cadenas et les grilles entourées de fils de fer barbelés pour décourager les visiteurs. Cela pouvait tout à fait correspondre. À ses yeux, cela tiendrait du coup de chance monumentale si ses soupçons se confirmaient. Mais ça pourrait être ça. Une chose était certaine, si un des membres de la famille Selaville se révélait impliqué dans cette histoire, il venait de commettre une erreur fatale. Ils avaient enlevé Héloïse Lombard de manière précipitée. L'un comme l'autre, ils étaient fichés. Tous deux avaient un passé de violence et de psychose hallucinatoire, ponctué de séjours en établissement spécialisé. Ce qui ne voulait pas dire grand-chose pour autant. Ils étaient sous traitement. Il n'y avait a priori aucune raison que l'un ou l'autre perde les pédales de cette manière. « Quoi qu'il en soit, on doit attendre les autres, » lui rappela Vauvert. « Ils ne vont plus tarder maintenant. » Eva Svarta se retourna dans un ondoiement de cheveux blancs. Elle écrasa son doigt sur la sonnette. L'irritante sirène retentit encore une fois. Pendant ce temps, Vauvert jeta un regard d'ensemble, soucieux de repérer le terrain. La chaîne des Pyrénées s'élevait en arrière-plan, couverte de sapins verdoyants. Il devait bien avouer que cette ferme enclavée dans la forêt lui donnait la chair de poule. Le commandant Svarta n'était pas la seule à avoir du flair. Il se trouvait dans le genre d'endroit idéal pour retenir des jeunes filles sans que personne ne s'en rende jamais compte. Celles-ci pouvaient hurler, aucun voisin ne risquait de les entendre. Et tous ces volets clos en pleine journée. C'était quand même étrange. Vauvert consulta son téléphone, mais aucune barre ne s'affichait. Les montagnes devaient bloquer le réseau. Impossible de savoir où en était le reste de son équipe. Sans doute encore à quelques kilomètres, en train de remonter les 3 chemins forestiers qui menaient jusqu'ici. Personne ne s'était jamais soucié d'entretenir cette voie d'accès qui relevait plus du parcours hors piste que d'une véritable route. Du coin de l'œil, il aperçut une ombre glisser au bord du chemin. Il se tendit, une main brusquement posée sur son arme. Mais non. Il avait dû rêver. Il observa plus attentivement la ligne d'arbres hauts et noirs. Derrière, c'étaient les immenses forêts de la montagne ariégeoise. Pour une raison qui lui échappa, il se demanda s'il y avait des loups dans les environs. Cette pensée déclencha un frisson sur sa nuque. Il se secoua. Des loups ? Non. Il n'y avait plus de loups depuis longtemps dans la région. Pourquoi cette idée lui traversait-elle subitement la tête ? « On n'arrivera à rien comme ça !» dit la policière en relâchant la sonnette. Un silence presque palpable retomba sur la ferme. Vauvert plissa les yeux. Voilà ce qui clochait depuis le début. Il lui aurait fallu tout ce temps pour mettre le doigt dessus. « Tu ne trouves pas ça bizarre ?» demanda-t-il. « Écoute. » Svarta se tourna vers lui. « Quoi ?»« Eh bien, rien, justement. On n'entend pas le moindre bruit ici. » Il désigna les arbres qui les entouraient. En effet, on n'entendait rien du tout. Pas de chant d'oiseaux, ni le moindre son. « Je ne suis pas un spécialiste dans la campagne, mais tout de même, c'est foutrement silencieux, non ?»« Je ne te le fais pas dire. » Vauvert haussa les épaules. « Je sais ce que tu as en tête, Eva, mais on devrait attendre le reste de l'équipe. Si tu as raison,
L'albino se fendit d'un grand sourire qui dévoila les perles de ses dents. J'ai toujours raison. La fille est ici, je le sais. À chaque minute qu'on passe à attendre, sa vie peut être menacée. Vauvert grommela. Cette femme était horripilante. Mais elle n'avait pas entièrement tort. Et le reste de l'équipe qui n'arrivait toujours pas. Il remarqua qu'elle s'était immobilisée. Tête relevée, narines dilatées, elle avait l'air d'une bête sauvage elle-même. Eva? Qu'est-ce qu'il y a? La jeune femme tourna vers lui ses lunettes noires. « Tu ne sens pas ?» lui demanda-t-elle à voix basse. Qu'est-ce que je devrais sentir? L'odeur du sang. Vauvert inspira. Il y avait une vague de relents de décomposition dans l'air. Mais bien sûr, la forêt était pleine de ce genre d'effluves organiques. Je ne sais pas, Il s'arrêta. Il avait cru voir passer une ombre, à nouveau. Comme l'ombre d'un chien. Il avait une sainte horreur des chiens. Un chien? Ou bien un loup? Il se tourna vers sa collègue pour chasser ses pensées saugrenues. D'accord. Cette baraque me donne les foies, et je fais confiance à ton instinct. Qu'est-ce qu'on fait? Svarta fit un petit signe de tête en direction de la porte. On a assez perdu de temps, non? Et sans rien ajouter, elle donna un grand coup de pied dans la porte. Celle-ci ne broncha pas d'un millimètre. Elle recula d'un pas et se jeta à nouveau sur la porte. De la poussière tomba le long de l'encadrement, mais la porte tenait bon. Vauvert réalisa qu'en fin de compte, tous deux avaient les mêmes méthodes. C'est bon, écarte-toi. Il prit 3 pas d'élan, impassible, et fonça sur la porte. Son épaule entra en collision avec le pan de bois qui craqua et se tordit comme un matériau souple. Les planches se fendirent. Puis la porte céda et s'écroula avec fracas. Voilà, pour le rapport, la porte était dans cet état-là. L'albinos hocha la tête, incapable de réprimer un grand sourire. On se comprend, commandant. Vauvert dégaina son arme et fit un pas en avant. La porte d'entrée donnait sur une sorte de grand hall, où l'on distinguait un gros buffet en bois brut dans le coin, mais rien d'autre. Le reste était plongé dans l'ombre. Bon, suis-moi. Il fit un pas en avant. Tout alla très vite. Eva Svarta poussa un cri. Il comprit trop tard ce qu'elle lui criait. De s'écarter, vite. Il aperçut la silhouette au bout du couloir, en même temps que son cerveau reconnaissait le bruit caractéristique d'un mécanisme d'arme à feu. Le policier sentit tous ses muscles se tétaniser. Une sensation de mort l'envahit. Il contracta ses muscles pour se jeter en arrière, tout en sachant qu'il ne serait jamais assez rapide pour s'écarter du passage. La déflagration retentit dans le couloir. Il fut aveuglé par l'éclat du coup de feu comme un soleil dans le noir total. Il sentit une mitraille de plomb le frapper de plein fouet, chasser l'air de sa poitrine et le projeter en arrière dans une pluie de petites épingles de douleur rouge. Tout était noir avant qu'il ne touche le sol. Chapitre 5. Son évanouissement ne dura qu'une fraction de seconde. À l'instant où il heurtait le sol, la douleur ramena Vauvert à lui. L'individu tira à nouveau. Il sentit les plombs qui filaient juste au-dessus de lui. La seconde suivante, c'était le commandant Svarta qui répliquait, faisant feu à plusieurs reprises avec son Beretta. Vauvert eut l'impression de se retrouver pris dans une fusillade entre gangs. Il ferma les yeux jusqu'à ce que les taches lumineuses dans ses rétines s'estompent un peu. L'échange de coups de feu ne dura pas. Une porte fut claquée dans la maison. Leur agresseur avait battu en retraite. Durant quelques secondes, Vauvert resta allongé sur le dos, crucifié de douleur. Puis, il réouvrit précautionneusement les yeux et vit la silhouette gainée de cuir d'Eva Svarta qui s'accroupissait à côté de lui. Elle pencha son visage au-dessus du sien, dans un rideau soyeux de cheveux blancs. « Heureusement que je t'ai forcé à enfiler ce gilet pare-balles, hein ?» Vauvert ne répondit pas. Il tâta sa poitrine. On lui avait tiré dessus avec un fusil de chasse. Le gilet pare-balles lui avait en effet sauvé la vie. Mais il était bien endommagé et Vauvert sentait le sang suinter sous ses vêtements, réveillant des petites sensations de rasoir mordant sa peau partout sur sa poitrine. Bon sang de bordel, ça pique. Tu es touché? Des égratignures. C'était la vérité. Il en avait vu d'autres. Mais c'est toujours bizarre de se faire tirer dessus, ajouta-t-il en palpant sous ses vêtements. Quand il retira sa main, elle était mouillée de sang. Merde. L'albinos se releva dans un craquement de cuir et se déplia comme une flamme. Elle leva son Beretta et indiqua la porte béante. « J'entre. Toi, fais le tour, qu'on puisse les prendre à revers avant qu'ils s'organisent. »« Hors de question qu'on se sépare !» objecta Vauvert. La femme s'était déjà glissée dans la pénombre de la maison. Il grimaça. Cette foutue profileuse ne perdait rien pour attendre. Il massa l'articulation de son épaule gauche et fit tournoyer son bras. Le sang avait cessé de suinter. Il pourrait sans problème attendre les secours. Il se redressa.
Chapitre 6. De toutes les choses qu'on disait sur Eva Svarta, certaines étaient fausses, d'autres étaient entièrement fondées. Elle n'avait jamais cherché à dissuader quiconque des bêtises qu'on colportait à son compte, ni à leur expliquer tout ce qu'ils ignoraient sur elle. Sa position au sein de la brigade criminelle était déjà assez compliquée comme ça. Accroupie dans l'ombre, elle ôta ses lunettes. Le couloir était plongé dans les ténèbres, mais elle voyait parfaitement dans le noir. Elle savait que ses collègues la surnommaient Terminator pour cette raison. Ce n'était pas le seul surnom qu'on lui donnait. Elle préférait ignorer les autres. Ses pupilles écarlates dilatées, elle avança en silence. L'odeur qu'elle avait perçue depuis l'extérieur était ici insupportable. On avait versé du sang dans cette maison. Oui. Et on l'avait laissé pourrir. Les relents de charogne lui retournaient l'estomac. Elle commença à redouter ce qu'elle pourrait bien découvrir. Au bout du couloir se trouvait la porte que leur agresseur avait claquée. La policière l'ouvrit et la fit pivoter tout doucement du bout de sa botte. Mais l'individu n'était plus dans les parages. Elle se glissa dans cette nouvelle pièce le plus silencieusement possible. C'était une grande salle à manger encombrée par un capharnaüm impressionnant de canettes de bière et de sacs poubelles empilés les uns sur les autres. Une table en bois massif trônait au centre. Sur les murs s'alignaient plusieurs têtes de biches et de cerfs dont les yeux de verre brillaient dans l'ombre. 2 grands miroirs encadrés de moulures dorées étaient simplement posés dans un angle, brisés tous les deux. Chaque centimètre carré de mur était couvert d'inscriptions, dessus et de symboles plus ou moins lisibles, de noms de démons issus de toutes les religions d'Isis à Bélial, en passant par Sekhmet et Thor. De plus en plus inquiétant. Eva Svarta se coula contre le mur et continua d'avancer. Le cuir de son blouson frôlait la tapisserie avec un presque inaudible. Il n'y avait personne ici. Où étaient les frères Salaville? Mais dans quelle partie de cette maison? Avec 1000 précautions, elle emprunta un corridor qui la mena dans un salon où l'ombre était plus profonde. Seuls quelques stries de lumière dorée filtraient par les interstices des volets, laissant deviner un canapé. Une silhouette l'attendait, immobile. Eva Svarta leva son arme. La silhouette installée sur le canapé ne bougea pas. « Police !» lui cria-t-elle. « Je veux voir vos mains !» Toujours pas le moindre mouvement. Juste cette odeur insupportable. Eva Svarta fit un pas de plus, ses yeux scrutant la pénombre. Elle reconnaissait les relents caractéristiques de la viande humaine. La jeune femme allongée sur le canapé, les jambes écartées, était déjà en voie de décomposition avancée. À l'endroit où aurait dû se trouver son visage, il n'y avait plus qu'un masque rouge, aux dents grimaçantes et aux orbites vides. Eva mit sa main devant sa bouche pour ne pas suffoquer. Maintenant qu'elle se trouvait face au cadavre, elle pouvait voir les sévices qu'on lui avait infligés. On ne lui avait pas seulement arraché la peau du visage. Le manche d'un couteau émergeait d'entre ses jambes. La lame était enfoncée entièrement dans le vagin de cette fille. La policière se rendit compte que sa main tremblait. « Ressaisis-toi. Oui, c'est ressaisir. Tu es un flic. Pense en flic, bon sang. » Elle était venue avec une mission, celle d'arrêter cette horreur. C'était ce qu'elle allait faire. Elle ne se laisserait pas déstabiliser. Pas maintenant. Elle redressa la tête. C'est alors qu'elle vit le symbole dessiné sur le mur, juste en face du canapé. Elle fit quelques pas pour se rapprocher. Le papier peint jaune disparaissait sous les noms cabalistiques. Pourtant, en plein milieu de ce mur se détachait un énorme cercle peint en brun. Il était traversé par ce qui semblait être 3 barres horizontales. Ce symbole constituait l'épicentre de toutes les inscriptions. L'œil du cyclone, calme illusoire en plein centre du chaos. Elle s'approcha. Ce n'était pas de la peinture. Elle tendit la main et toucha le cercle. Portant la matière poudreuse à son nez, l'odeur caractéristique âcre du sang séché l'assaillit. Depuis le début, elle avait compris que les Salaville suivaient un délire mystique. C'était le point commun entre toutes les disparitions. La seule chose à laquelle elle ne s'était pas attendue, c'était que leur psychose ait pris de telles proportions. Ce qu'elle voyait ici ne cadrait pas avec les rapports des médecins qui les suivaient. Que représentait ce symbole?
Un cercle, 3 lignes horizontales. Le sang avait coulé le long du mur, et il était difficile de distinguer les détails. Ce qui était certain, c'est que cela ne ressemblait à aucun des pentacles habituellement utilisés par les satanistes du dimanche. Il faudrait chercher, trouver une explication à ce qui s'était passé dans la tête de ces hommes. Il était vital pour Eva Zvarta de comprendre ce genre de choses. Cela donnait un peu de sens à son propre chaos. Mais elle s'en occuperait plus tard. Ce serait une enquête de bureau, une fois que les frères Salaville seraient hors d'état de nuire. Hors d'état de massacrer des gamines sans défense. Chapitre 7. Vauvert s'arrêta devant le portail hérissé de barbelés. Les éraflures sous son gilet pare-balles le démangeaient. Il était pourtant hors de question de s'en défaire. Dans l'éventualité plus que probable d'une autre fusillade, il préférait conserver une chance de rester en vie. Il observa la cour derrière les grilles. Il apercevait la grange en pierre, typique des fermes ariégeoises, ainsi qu'une deuxième maison tout au fond, volet clos. Absorbé dans son état des lieux, il sursauta quand son mobile se mit à vibrer dans sa poche. Voilà que le réseau passait à nouveau. N'osant plus bouger de peur de perdre la connexion, il écrasa le téléphone contre son oreille. « Damien, vous êtes où, bon sang ? On vient de quitter la départementale. C'est un sacré chemin de chèvre. » « Je sais. Écoute, on a eu un échange de feu ici. Accélère le mouvement. »« Oh merde. Ok, on fait aussi vite que possible. » « Et demande une seconde équipe en renfort. J'ai un mauvais pressentiment. » « Reçu 5 sur 5. » Vauvert referma le petit téléphone. Le silence régnait toujours sur la propriété. Il n'avait pas une seconde à perdre. Le policier avisa un endroit où les barbelés semblaient moins denses. Il se hissa sur le portail et bondit de l'autre côté. Comprenant aussitôt la nature des taches rouges qui maculaient le sol, il se figea. Il observa attentivement la disposition de la ferme. 2 maisons face à face, une grange entre elles. Où pouvaient bien se trouver les kidnappeurs? Il laissa son instinct décider. La grange. Il se faufila jusqu'à ce bâtiment, tous les sens en alerte. Une zone de terre boueuse s'étendait du mur de pierre jusqu'à la lisière de la forêt. Au bout de quelques mètres à peine, c'était le rideau de sapins, des massifs épineux et des troncs noirs. Les Salaville avaient condamné cette voie par un épais enchevêtrement de barbelés qu'il ne devait pas être aisé de franchir indemne. Vauvert s'accroupit à l'angle de la grange entendant des éclats de voix. Les 2 frères se trouvaient bien à l'intérieur et ils étaient en train de s'engueuler copieusement. Bien. S'ils paniquaient, cela les diviserait. Vauvert tira doucement son arme de son holster. Se rapprochant d'un volet rabattu, il put entendre leur discussion avec plus de netteté. « Je te dis qu'il faut la détacher. Elle l'est promise, tu comprends? Les dieux l'ont choisie. »« Je veux rien savoir. Les flics sont là. On n'a pas le temps de l'attendre. »« Tu vas tout faire foirer, gros débile !»« Va te faire foutre, Claude. » Très très bien. Les interstices dans le volet de bois étaient trop minces pour lui permettre d'apercevoir quoi que ce soit, mais laissaient s'échapper une puanteur atroce. Que pouvait-il trafiquer là-dedans? Il comptait bien le découvrir. Il longea le mur au ralenti vers les portes. Si Zvarta ne merdait pas de son côté, alors les 2 frères étaient bel et bien cernés. Il ne restait plus qu'à espérer que l'équipe ne tarde pas. Dans leur situation, les Salaville n'auraient plus que le choix entre 2 options. La première était de rester cloîtrés dans cette grange et de défendre leur vie en tirant sur tout ce qui bougeait. C'était l'option que choisissait la grande majorité des forcenés. Le plus souvent, cela finissait dans un monumental bain de sang. Ou alors, il leur restait la possibilité d'essayer de s'enfuir de la ferme avant que le gros des forces de police ne leur tombe dessus. Roman Salaville choisit cette option-là. Vauvert eut tout juste le temps de l'apercevoir. L'obèse franchit les portes à vive allure et se précipita en direction de la forêt. Un instant plus tard, il avait disparu derrière la grange. Vauvert réagit sans attendre. Tournant les talons, il fit le tour en sens inverse, espérant coincer le fuyard de l'autre côté face à face. Mais quand il débouchait à l'arrière, ce fut pour constater que Roman Salaville avait suivi le chemin boueux. L'homme atteignit le massif de barbelés et essaya tant bien que mal de l'escalader. Trop tard pour la discrétion. « Police !» s'écria Vauvert. « Ne bouge plus !» Salaville redoubla d'efforts. Son pantalon se déchira. Il s'était élevé d'une 50aine de centimètres à peine et les barbelés s'accrochaient avec férocité à la toile de sa chemise. Il se débattit pour se dégager, les bras et les cuisses ensanglantés. Pestant, Vauvert se mit à courir dans sa direction.
il vit le gros bonhomme basculer par-dessus la barrière, abandonnant des lambeaux de tissu dans les griffes des barbelés. Il avait échoué dans les ronces comme une masse, derrière son champ de vision. « Enfoiré !» grogna Vauvert en pressant le pas. Il atteignit à son tour les entrelacs de métal et aperçut son suspect qui trottait aussi vite que possible entre les sapins. Pas une seconde à perdre. Rengainant son arme, le policier entreprit d'escalader à son tour les barbelés. Les pointes acérées transpercèrent la peau de ses paumes. Il grinça des dents, s'efforçant de ne pas trop se blesser. Pourtant, arrivé péniblement en haut, il ne fut pas plus agile que son fugitif, se prit dans les fils de fer et tomba de l'autre côté avec un cri bref. Les ronces l'accueillirent dans leurs étreintes de feu. La collision avec le sol caillouteux envoya une onde de douleur le long de sa colonne vertébrale. Bon sang, il allait lui faire payer tout ça. Il se releva, scrutant la forêt autour de lui. Il ne tarda pas à repérer Romans Salaville qui s'enfonçait déjà entre les arbres, et sans chercher à réfléchir, il se précipita à ses trousses. Chapitre 8. Eva Svartas se hâta de traverser le salon. La puanteur était toujours aussi insupportable, mais il n'y avait personne ici. Elle traversa un second couloir, pénétra dans une petite chambre où se trouvait un matelas couvert de souillures et sur lesquels on avait fixé des sangles. La lumière de dehors tombait dans cette pièce par une porte entr'ouverte. La policière s'approcha de l'entrebâillement en remettant ses lunettes noires pour regarder à l'extérieur sans se brûler les yeux. De l'autre côté s'étalait la cour intérieure de la ferme. Le sol était maculé de grandes éclaboussures brunes qui ne pouvaient être que du sang. Hormis ce détail, les lieux semblaient déserts. La policière observa les 2 autres bâtiments qui composaient la ferme. Un cri strident s'éleva venant de la grange. La fille était encore en vie. Le cœur d'Eva se gonfla d'un espoir déplacé. Il fallait qu'elle reste concentrée. À cet instant, un éclair déchira le ciel. La brusque luminosité l'aveugla et l'albinos dut fermer les yeux. Quand elle les réouvrit, ce fut pour apercevoir Claude Salaville quitter la grange en toute hâte. L'homme avait passé un bras autour d'Héloïse Lombard. La jeune fille était nue. Une silhouette pâle, si fine qu'elle semblait presque prête à se briser à n'importe quel moment. Elle se débattait, mais l'homme la tenait fermement contre lui. Dans sa main libre, il brandissait un fusil de chasse. Eva se planta dans l'encadrement de la porte. « Police! On ne bouge plus !» Claude Salaville lui offrit un rictus de bête sauvage et leva le fusil vers elle. Il tira. Eva se jeta à l'intérieur. Les éclats de chevrotine arrachèrent des copeaux de bois à la porte. Le miroir posé sur la commode explosa en 1000 fragments. Elle roula sur le sol et, allongée sur le ventre, mit l'homme en joue. Mais celui-ci tenait toujours la gamine devant lui, comme un écran humain. Si elle tirait maintenant, Eva risquait de la blesser. Claude Salaville traversa la cour et regagna la maison située en face. Si elle s'était trompée et que les frères possédaient un véhicule de secours à l'arrière de la propriété, il allait s'enfuir. L'homme envoya une nouvelle volée de plomb. Puis, il s'engouffra dans la maison. Il avait choisi l'option de véritable tueur. Il s'était retranché à l'intérieur, prêt pour l'apocalypse. À ce stade, la policière savait qu'elle aurait dû attendre. La procédure était claire à ce sujet. Mais le cri de la jeune fille retentit à nouveau. Eva Svartas n'avait pas le choix. Ce métier la rendait dingue de frustration. Parfois, elle arrivait trop tard, et les criminels baignaient déjà joyeusement dans le sang de leurs victimes. Parfois, elle parvenait à les arrêter avant qu'ils ne commettent l'irréparable. Mais toujours, elle se souvenait de la raison qui l'avait poussée à entrer dans la police. Pour exorciser les ténèbres. Ces ténèbres bien à elle. Elle avait été une jeune fille elle aussi. Personne n'était venu à son aide. Elle ne laisserait pas le passé se répéter. Les autres n'avaient qu'à arriver plus vite. Elle se redressa et traversa la cour au pas de course, arme levée. Malgré l'éclair qui l'avait aveuglée une minute plus tôt, le ciel ne montrait aucun signe de pluie. C'était curieux, mais elle n'avait pas le temps d'y réfléchir. En passant devant la grange située à mi-chemin, elle fut transpercée par un brusque pressentiment. Elle se colla contre le mur et jeta un œil à l'extérieur pour s'assurer que l'autre frère ne l'attendait pas, planqué, prêt à surgir. Il ne semblait y avoir personne. Pourtant l'odeur était anormale. Elle fit un pas dans l'encadrement de la porte. Plus personne de vivant en tout cas. Eva dut lutter contre un féroce au cœur. L'air était lourd de la puanteur de chair en décomposition. Elle se força à respirer calmement. Elle attacha ses cheveux en arrière pour ne pas être gênée, puis ajusta ses lunettes de soleil.
Elle hésitait à entrer dans cet abattoir. Elle s'était pourtant attendue à quelque chose d'horrible. Ces hommes étaient allés au-delà. Elle déglutit, ravalant la salive au goût de bile. Sa main tremblait légèrement. Sur les murs, elle apercevait des inscriptions tracées avec du sang, des cercles et des symboles occultes. Les Salavilles avaient fait des dizaines de victimes. La grange en était jonchée. Des silhouettes cassées, déchirées. Des filles sans visage. Toutes sans exception. « Ça recommence », lui dit une petite voix qu'elle connaissait que trop bien. « D'où ce sang? Tu te souviens ?» Une voix de petite fille dans sa tête. D'une fillette de 6 ans qu'elle avait serrée dans ses bras. D'une vie entière qu'on avait fauchée. Elle s'efforça de l'oublier. Tout cela appartenait aux ténèbres. « Recentre-toi. Tu es un flic. Tu as une mission. » Une mission, oui, qu'elle comptait bien accomplir. Elle ressortit et se déplaça le long du mur en pierre. Puis, elle franchit le reste de la cour à toute vitesse. Elle atteignit la 2e maison. La porte par laquelle était passé Claude Salaville était restée entr'ouverte. Ça pouvait être un piège. Elle n'avait pas le temps d'y réfléchir, et surtout, elle n'en avait plus rien à faire. Elle donna un coup de pied dans la porte, dévoilant un salon aux meubles recouverts de plastique. Elle avança, braquant successivement son arme dans toutes les directions. « Montre-toi, connard! Je suis seul! On va régler ça maintenant !» Un rire parvint du haut des escaliers. Elle s'approcha. Elle aperçut Claude Salaville à l'étage. « C'est déjà tout vu !» lui dit-il. « Tu vas sortir d'ici tout de suite et fermer la porte, ou la gamine meurt !» Il tenait la jeune fille contre lui, un long couteau à désossé posé sur sa gorge. Chapitre 9. Le fugitif détalait entre les arbres. « Salaville !» hurla Vauvert en courant à sa suite. Il était en bonne condition physique. Le tout était de ne pas glisser dans la boue. Le gros bonhomme devant lui, en revanche, n'était pas habitué à ce genre d'effort. Il perdait du terrain à chaque seconde. À présent, Vauvert se trouvait à une dizaine de mètres de lui. Il accéléra encore. Contre toute attente, l'homme qu'il poursuivait quitta le chemin et se jeta dans les ronces. « Arrête-toi » s'égosilla Vauvert. « On ne bouge plus !» Dans les branchages, l'obèse se releva. Il braquait un revolver dans sa direction. Le policier eut tout juste le temps de se cacher derrière un arbre quand l'homme fit feu. « Salaville, fais pas le con !» Une seconde détonation claqua dans le silence surnaturel de cette forêt. L'arbre derrière lequel se tenait Vauvert résonna sous l'impact de la balle. Roman Salaville en tira plusieurs autres. Les balles sifflaient de part et d'autre du tronc et Vauvert se recroquevilla autant qu'il pouvait au sol. Les coups de feu cessèrent. Cet âne venait de gaspiller toutes ses munitions. Vauvert entendit les buissons qui craquaient, comme le gros bonhomme se frayait un passage dans les profondeurs de la forêt. Il se redressa aussitôt et repartit à ses trousses. Les arbres étaient touffus, masquant la visibilité. Pourtant, il distinguait parfaitement son fugitif, qui bataillait pour franchir les rideaux successifs de ronces et de fougères. « Arrête! C'est un ordre! Arrête, tu entends ?» Mais l'obèse continuait de jouer son va-tout, empêtré dans les fourrés. Il avait réussi à passer une jambe de l'autre côté d'un amoncellement de branches. Il se jeta en avant et Vauvert le vit disparaître dans un massif de hautes fougères. Il n'avait plus un instant à perdre. Le colosse voulut donner une dernière accélération. Son pied droit traversa les branches. Il se sentit glisser, mais il était trop tard pour se redresser. Sa cheville se prit entre deux souches et, emporté par son élan, il chuta sans pouvoir se retenir. Il ne sut si la pire des douleurs venait de la piqûre des ronces ou bien de sa cheville tordue. Le temps qu'il roule hors de l'enchevêtrement épineux et qu'il se redresse en boitillant, son fugitif avait disparu une nouvelle fois. « Bon sang de merde !» Rageant, il se remit à trottiner, en essayant de ne pas trop appuyer sur sa jambe droite. Sa cheville lui faisait un mal de chien, mais il soupçonnait une foulure, rien de plus. Ce ne serait pas sa première et il n'avait pas le temps de s'appesantir sur son sort. « Salaville !» beugla-t-il. Où était-il passé? Sur la droite? Des sapins noirs et épais. Sur la gauche? Des massifs de fougères, des buissons pleins d'épines. Et ce foutu silence qui hantait cette forêt, comme si plus aucune vie ne l'habitait. Il avança entre les résineux, essayant de distinguer la moindre trace humaine. Roman Salaville pouvait se tapir n'importe où,
derrière n'importe quel tronc ou rocher. S'il ne lui avait pas tiré à nouveau dessus, c'est qu'il n'avait plus de munitions, ce qui était un bon signe, mais insuffisant. S'il perdait sa trace maintenant, il ne se le pardonnerait pas. Son regard fouillait les branches, les fougères, les entrelacs d'énormes racines. Partout, des ombres perverses jouaient au striptease. Il sentit une présence entre les arbres. Il stoppa net, figé sur place. Ce n'était pas Romance à la ville. C'était un animal. Une sorte de chien noir. Il se tenait tapis comme à l'affût, à seulement quelques mètres de lui. Le poil râpé, ses prunelles rouges allumées dans la pénombre. Le chien ne bougea pas. Son regard était braqué sur le policier. Il y avait peu, très peu, de choses capables d'effrayer Alexandre Vauvert. Cette bête et tout ce qu'elle dégageait en était une. Ce n'est pas un chien. Tu le vois bien, c'est un putain de loup. Vauvert se demanda s'il pouvait s'agir d'une hallucination. Par réflexe, il leva son arme. Le loup continuait de le fixer. Devait-il lui tirer dessus? Ou seulement lui faire peur? Ces animaux pouvaient transmettre la rage, n'est-ce pas? Il ajusta son tir d'une main tremblante. La bête resta immobile. Vauvert n'avait pas vu venir le mouvement sur la gauche. Chose étonnante, ce gros lourdeau de Romance à la ville n'avait fait aucun bruit en s'approchant de lui. Il le devina du coin de l'œil qu'au tout dernier moment. Et c'était déjà trop tard. L'homme lui bondit dessus et noua ses mains sur les siennes, autour de l'arme qu'il tenait. Ils s'écroulèrent dans la boue, bras tendus, luttant pour la possession du Smith & Wesson. La détente fut pressée et 2 détonations s'enchaînèrent, assourdissantes. Puis, tous deux roulèrent au milieu des fougères, se frappant de la tête et se rouant de coups de genoux jusqu'à ce que l'arme soit éjectée et disparaisse dans les buissons. Salaville referma ses mains sur le cou de Vauvert et le serra. Ses yeux étaient fixes, illuminés. Le même regard de haine étincelante que lui avait lancé le loup, réalisa Vauvert. Puis, il se concentra sur sa gorge comprimée. Déjà des taches noires dévoraient son champ de vision. Il connaissait ce symptôme et ce qu'il signifiait. Il disposait de 30 secondes pour se libérer de l'étreinte de son agresseur. Au-delà de ce délai, il sombrerait dans l'inconscience. C'était plus qu'il ne lui en fallait. Il lui envoya un premier coup dans le ventre. Son poing s'enfonça dans le gras du bonhomme. Les yeux de Salaville se refermèrent sur la douleur, puis se réouvrirent, fiévreux, vicieux. Son sourire s'agrandit comme il serrait davantage. Alors, Vauvert ouvrit les mains et abattit ses paumes sur les coudes de son adversaire. Il sentit les articulations craquer et la pression sur sa gorge cessa. Les taches noires disparurent. L'homme tenta de battre en retraite, mais Vauvert n'allait pas lui laisser l'occasion de s'en tirer à si bon compte. Son poing s'écrasa sur le visage de Salaville, le cartilage du nez craqua net. Il lui donna un autre coup dans le ventre, le pliant en 2. Un dernier uppercut lui redressa le visage, tandis que 2 de ses dents s'envolaient en scintillant. Salaville tituba. Tu crois que ça suffira à l'arrêter? Vauvert le regarda sans ciller. Arrêter qui? Ton frère? Salaville découvrit un rictus féroce. Il se courba imperceptiblement vers l'avant, et Vauvert comprit qu'il allait se jeter vers lui. Il prit les devants, lui envoya son poing droit dans le visage. D'autres dents volèrent. Salaville fut projeté en arrière. Butant contre un rocher, l'obèse trébucha, glissa sur les fougères humides et fut emporté à la renverse de l'autre côté. Vauvert se précipita. Le dénivelé était d'à peine 1 mètre derrière le rocher. La chute brève n'aurait pas eu la moindre gravité si Romance à la ville ne s'était pas reçu sur une branche pointue qui l'avait proprement éventré. Son extrémité, tel un épieu, traversait sa poitrine, libérant des flots de sang. « Oh merde !» fit Vauvert en se glissant à sa suite au bas du rocher. Il déchira une partie de sa chemise et pressa le tissu sur la plaie. Mais l'hémorragie submergea ce garrot en quelques secondes. Le flux écarlate était irrépressible. L'homme, même ainsi, n'avait pas changé d'expression. Il se contentait de le dévisager, de ses prunelles fiévreuses, de son regard de bête sauvage. « Roman, tu m'entends? Ne t'endors pas! Ne me fais pas ce coup-là, salopard !» La bouche de Salaville forma un cercle.
Oh, ça ne va pas. Lui faire plaisir. Puis sa mâchoire se détendit, resta ouverte, et sa poitrine cessa de monter et de s'affaisser. Les jets de sang qui giclaient de sa cage thoracique diminuèrent. Merde, reste avec moi! Répétait Vauvert en lui donnant des tapes sur la joue. Bon sang de merde, non! Les yeux gardaient leur fixité. C'était fini. Ça ne va pas lui faire plaisir. De qui avait-il voulu parler? Ça n'allait pas plaire à qui? Son frère? Non. Quand il lui avait posé la question, il avait eu l'impression que cela amusait le bonhomme. Vauvert se redressa. Il scruta les arbres autour de lui. Il se demanda où était passé le loup. Chapitre 10. Tu ne peux rien contre nous, grognasse! Lança Claude Salaville en haut de l'escalier. Sa jeune victime était terrifiée, les yeux ronds de panique, mais ne disait rien. Et pour cause, le couteau mordait dans sa gorge. Un filet de sang suinta le long de la lame. « Laisse-la partir !» dit Eva en posant un pied sur la première marche. Salaville souleva son otage contre lui. D'un geste souple, presque doux, il fit aller et venir la lame du couteau, de long en large contre la gorge de la fille. Eva se figea, attentive. L'homme dut prendre cela pour de l'hésitation et ricana. C'est tendre comme du beurre, une petite comme ça. Un seul faux mouvement, et je pourrais la saigner comme une truie. La policière fit un pas de plus, puis un autre. Elle s'élevait marche après marche, sans se presser, mais sans ralentir non plus. « Arrête ça immédiatement, Salaville !» Sa voix était parfaitement égale. Pas un mot plus haut que l'autre. « Sinon quoi? Hein? Qu'est-ce que tu as à faire? » Eva arriva en haut des escaliers. « Arrête !» cria l'homme. « Ne fais pas de conneries. Tout est fini. Tu ne t'en sortiras pas. » Tu crois ça? Ni toi ni ton collègue ne pouvaient me tirer dessus. Tu as tort, dit l'albinos. Les yeux de Salaville se vrillèrent dans les siens. Des yeux noirs, de gouffres glacés. Eva sentit sa main trembler. Comme si l'air autour de cet homme était subitement devenu compact. Mais elle n'allait pas se laisser impressionner par ce cinglé. On fait quoi maintenant? Oh, c'est très simple, répliqua-t-il. Tu redescends, tu t'écartes de mon putain de passage. Tu me laisses aller jusqu'à ma voiture. Eva se fendit d'un sourire féroce. Tu entends ça, Salaville? Elle faisait allusion au bruit qui parvenait tout à coup du dehors. Des portes que des mains ouvraient à la volée, des ordres que des hommes se criaient à intervalles réguliers à mesure que l'équipe d'intervention sécurisait le périmètre. Tu entends? Répéta Eva d'une voix faussement douce. C'est la brigade criminelle. Ils vont débarquer d'ici d'une seconde à l'autre. Si tu ne te rends pas, tu perds la vie. Oh, tu crois? Eva assura son tir. Je te le promets, je peux très bien loger une balle dans ton cerveau dégénéré et tu seras mort avant de penser à lui trancher la gorge. Tu veux prendre le risque? Quel risque? Il faut bien faire face à la mort si on veut la vaincre. Le bonhomme eut un rire froid, comme s'il riait une blague personnelle. Eva ne dit rien. De sa main gauche, elle ôta lentement ses lunettes. L'homme tressaillit pour la première fois quand il vit son regard rouge sang. Son otage, elle, sanglotait sans oser bouger. Le couteau mordait toujours dans la peau de sa gorge. « C'est toi qui me traites de dégénéré ?» grinça Claude Salaville. « Non mais, sans déconner, tu t'es vu ?» Pour arrêter un monstre, il faut parfois un autre monstre, dit la policière. Dans la pénombre, un éclair de doute traversa le regard de Salaville. Mais il se reprit aussitôt. « Tu bluffes, la flic. Je vais te dire ce qu'on va faire. Tu vas me laisser le passage. Je vais m'installer dans mon 4x4 et je vais partir. » Eva ne bougea pas. « Tu vas d'abord lâcher cette fille. » L'homme eut à nouveau son rire. Mais tu crois quoi, ma jolie? Tu crois que tu me fais peur avec ta gueule de zombie? Tu te crois à la télé? Tu crois que les nanas comme toi tirent sur des mecs comme moi?
Eva ne dit rien. Hein? Tu as raison. L'homme eut à nouveau un rire. Ah, tu vois? Oui, dit l'albinos. Je vois très bien. Elle pressait la détente. La détonation claqua. La balle se logea dans la clavicule de Salaville et le projeta en arrière. Sa main s'écarta de la jeune fille qui se jeta au sol avec un cri de terreur. Il regarda la policière, incrédule, et leva la lame crantée vers elle. La femme fit feu une seconde fois. Cette balle-là traversa sa main, éjectant le couteau. La troisième balle se logea dans son œil droit, pulvérisant l'arrière de son crâne contre le mur du couloir. L'homme tomba à genoux, tandis que des arcs de sang noir giclaient en toussant sur la moquette et sur la fille recroquevillée en fœtus. La policière fit feu encore 2 fois avant que Claude Salaville ne s'écroule totalement par terre et ne cesse définitivement de bouger. Chapitre 11. En moins de 20 minutes, 2 équipes supplémentaires étaient arrivées sur les lieux, et une trentaine d'hommes du service régional de la police judiciaire s'étaient répandus dans la ferme. Des projecteurs furent braqués sur chaque recoin, tandis que les agents sécurisaient pièce après pièce. Pourtant, Héloïse Lombard n'avait pas quitté les bras du commandant Svarta. Elle se cramponnait à elle, comme une bouée, et restait là muette, sans bouger. La profileuse avait demandé qu'on lui apporte des vêtements que la jeune fille avait enfilés au ralenti, dans une sorte d'état second. Puis, toutes deux avaient marché à l'extérieur, loin du fourmillement policier, loin de cette horreur et de cette puanteur. Et elles restèrent assises à l'arrière d'un fourgon, blotties l'une contre l'autre, en attendant la psychologue. Celle-ci arriva enfin. C'était une femme potelée, au visage rond et aux yeux pleins d'écoute. Elle s'accroupit devant Héloïse et lui parla d'une voix douce. Cela ne changea pas grand-chose. La jeune fille refusait de lâcher le bras de celle qui l'avait sauvée. Eva dut l'accompagner jusqu'au véhicule de la psychologue. Héloïse n'avait toujours pas décroché le moindre mot. « Tout est fini », lui murmura Eva à l'oreille. « Ils ne reviendront plus jamais te faire de mal. Tout va bien, d'accord ?» Héloïse secoua la tête et la pressa contre elle. « Ta famille t'attend. Tu ne seras pas toute seule. On ne te laissera plus jamais toute seule. » Elle s'en voulait de mentir ainsi. Mais elle savait que parfois les mensonges étaient un moindre mal pour arriver à faire un tout petit peu de bien, fût-il illusoire. Il fallut un quart d'heure avant que la fille, les yeux vides, finisse par relâcher son étreinte. Le cœur d'Eva se ratatina dans sa poitrine, mais son visage resta de marbre. Elle se pencha sur Héloïse et posa ses lèvres sur son front. « Tout ira bien, chérie. Je te le promets. » Un mensonge de plus. « Pour son bien, » se répéta-t-elle. Pour son bien. Eva Svarta regarda la camionnette disparaître derrière le rideau d'arbres. Puis, elle s'appuya contre un arbre. Voilà. Le sort de cette fille n'était plus entre ses mains. À présent, elle serait livrée aux psy, aux drogues, aux nuits pleines de cauchemars. Comme toi, il y a si longtemps. Ou juste hier. C'était hier, n'est-ce pas? Un instant, elle ne put s'empêcher de se demander ce qu'allait devenir cette gamine. Comment elle parviendrait à se raccrocher au fil de sa vie après avoir vécu une telle horreur. Héloïse Lombard pourrait-elle grandir normalement? Se marier, fonder une famille? Pourrait-elle seulement poser les yeux sur un homme sans se sentir en danger? Elle se força à se recentrer. C'est pour ça que tu es devenu ce que tu es. C'est pour ça que tu n'as pas le droit de craquer. Eva jeta un œil à la ferme qui à présent évoquait une véritable caserne pleine d'hommes en uniforme quadrillant le terrain. Une nouvelle voiture venait de se garer et davantage de techniciens en sortir, tous de blanc vêtus, déchargeant du matériel et leurs caméras vidéo. Un peu plus loin, ce n'était pas moins de 3 fourgons des services médico-légaux qui arrivaient en file indienne. Son esprit tournait à plein régime. Elle ne voulait plus penser au passé, plus revoir les souvenirs de notre vie. C'était loin. Il fallait que cela le reste, aussi loin que possible. Pourtant, la réalité semblait se fissurer une nouvelle fois, ses propres démons intimes affleuraient, appâtés par l'odeur du sang. Toute cette vie liquide et luisante répandue. Le commandant Eva Svarta serra les poings, cherchant à se reprendre, à revenir au présent. Parfois, son esprit décrochait, comme ça, comme maintenant, comme si plus aucun son ne lui parvenait.
Il y avait tant de gens qui tourbillonnaient autour d'elle, qui allaient et venaient selon une logique compliquée de fourmilière, des mains gantées de latex qui déposaient des chevalets de marquage pour chaque trace de sang, chaque bout de viande humaine. « Ressaisis-toi !» De l'autre côté de la cour, elle aperçut un jeune officier qui se hâtait dans un coin pour aller vomir, sous le regard de ses collègues qui échangeaient un hochement de menton compréhensif avant de relever leur masque devant leur nez et de reprendre leur danse. Car c'était une danse, n'est-ce pas? Un ballet compliqué où elle n'était plus à sa place. Elle ne connaissait plus les pas. Elle se sentait étrangère. Elle observa des hommes qui poussaient des civières hors de la grange, des sacs fripés, avec des morceaux de chair à l'intérieur. Eva se mordit les lèvres. Elle avait envie de hurler. Elle finissait par ne plus faire la différence entre ce qui était réel et ce qui ne l'était pas. Elle avait raison de dire qu'elle était fêlée. Mais elle avait d'autres soucis plus immédiats. Elle se redressa, entendant des pas sur le gravier. C'était Alexandre Vauvert qui descendait l'allée, s'éloignant de la chorégraphie et se rapprochant d'elle. Il avait ôté les lambeaux de son costume et son gilet pare-balles et ne portait plus qu'un t-shirt gris qui moulait sa poitrine musculeuse et laissait apparaître les entrelacs d'un vieux tatouage en haut du bras droit. Son épaule gauche était bandée de frais. Il était incroyablement pâle. Son visage de boxeur au nez cassé revêtait un air déterminé et redoutable. Pourtant, ses yeux affichaient un désarroi total. « Tu tiens le choc ?» lui demanda-t-elle. Vauvert eut un rire désabusé. Il s'assit sur une clôture en bois et jeta un regard sur la ferme. Je crois qu'on a tous une limite. J'ai atteint la mienne. Heureusement, vu d'ici, on pourrait presque oublier... tout ça. Fouillant dans sa poche, il sortit un paquet de Marlboro et en alluma une. Il inhala le tabac, yeux mi-clos, lèvres serrées autour de la cigarette, et laissa ressortir la fumée par les narines. Oh, bon sang, j'en avais besoin. Il observait le paysage des montagnes avant de reprendre d'une voix basse. Des cadavres, j'en ai vu. J'en ai eu mon compte dans ce foutu métier. J'ai été témoin de trucs tellement tordus que personne ne me croirait si je les racontais. Mais... ça... Son regard se fit lointain. Ça, Svarta. Ça dépasse tout. C'est au-delà de ce que je peux supporter. Il y a une vingtaine de victimes dans cette grange. Des femmes, bien sûr. Ces malades les ont saignés comme des animaux. Ils leur ont arraché la peau du visage, bon sang de bordel. Quels êtres humains peuvent faire un truc pareil? Quand je pense à tous ces médecins qui les ont eu entre les mains et qui les ont à chaque fois laissés sortir. Ils n'iront plus nulle part maintenant, dit Eva avec un sourire équivoque. Ouais. Tirant sur sa cigarette, il observa l'équipe médico-légale qui s'affairait. Les techniciens avaient commencé à enlever les corps. Le premier des camions frigorifiques repartit en cahotant entre les arbres. Puis, il se tourna à nouveau vers l'albinos. Au moins, tu as sauvé la vie de cette fille. Je voulais te remercier pour ça. Comment allait-elle? Eva haussa les épaules. Elle survivra, c'est le principal. Elle est partie avec la psy il y a 10 minutes. Sa famille l'attend déjà à l'hôpital. Ce qu'elle a vécu... Je ne sais pas comment une gamine peut reprendre une vie normale après avoir traversé ça. Ne t'en fais pas, on y arrive, lui dit Eva. Vauvert la scruta un moment. Comment tu encaisses, toi? Qui te dit que j'encaisse? Parce qu'on raconte que je suis une machine sans cœur? Un monstre qui chasse les monstres? Elle enleva ses lunettes noires. Dessous, ses yeux étaient deux braises rouges. Et ce fut au tour de Vauvert de sourire d'un air gêné. Il avait très bien reconnu le scintillement des larmes dans le regard. La peau de la femme était blanche comme de la craie. Pourtant ses yeux étaient soulignés de cernes gris. Il fit un geste de la tête pour lui indiquer qu'il l'avait comprise. Pour ce que ça vaut, moi, je sais que tu n'es pas un monstre, Eva. Bien sûr que si, mais ce n'est pas le sujet. Tu n'aimes pas beaucoup parler de toi, hein? L'albinos remit ses lunettes du bout de son index. Tu as parfaitement raison. On a tous un seuil de résistance. Cette fille, dans la maison, elle avait un couteau enfoncé dans le sexe. Je sais, dit Vauvert. Il hésita puis demanda. Qu'est-ce qu'on t'a fait pour
que tu deviennes comme ça. Elle eut un sourire sibyllin. Pourquoi crois-tu qu'on m'a fait quelque chose? Parce que tu n'as pas seulement neutralisé ce fils de pute. Tu lui as vidé ton chargeur dans la tête. Je suis flic depuis 15 ans, tu sais. Des comportements de stress ou de panique, j'en ai vu défiler. Mais pas dans ton cas. Tu n'as pas perdu ton sang-froid une seule seconde. Ce que tu es venu faire ici, ce n'était pas un boulot, c'était mener une croisade. Tu as déjà pensé à devenir profileur, Vauvert? Le flic se mit à rire. Et rentrer dans la tête des gens. Non merci, ce métier me bousille déjà assez bien les méninges. Cette fois-ci, Eva eut son premier rire franc de la journée. Merci. Il lui fit un clin d'œil. Mais avec plaisir. Elle hésita puis se retourna à nouveau vers elle. Il y a quand même un truc qui me chiffonne. Quoi? Je me demandais... Il regarda autour de lui pour être sûr que personne ne l'entende. Ce que je vais te demander peut sembler étrange, mais... Tu es bien certaine qu'ils n'étaient que deux, hein? La policière fronça les sourcils. Pourquoi tu me poses cette question? Parce que... Vauvert se dandina d'un pied sur l'autre. J'ai eu un pressentiment bizarre tout à l'heure. Bizarre comment? Je ne peux pas dire. Il y a quelque chose qui me terrifie ici. C'est juste physique. L'air de cet endroit me hérisse. On sait que ces types ont vidé leurs victimes de leur sang, mais pour en faire quoi? Tu crois qu'ils le buvaient? Comme des vampires? Cela fait sourire l'albinos. De fatigue ou de curiosité, ou les deux. Si nos deux frères se relèvent de la table d'autopsie, tu auras ta réponse, lui dit-elle. Oui, je sais, c'est stupide, admit Vauvert. Pas du tout. Mais tu sais très bien que nos supérieurs respectifs vont classer cette affaire aussi vite que possible. La presse va trouver un nom idiot pour ces deux tueurs en série, et dans quelques mois, tout le monde aura tourné la page. Toi et moi continuerons à chasser d'autres horreurs. C'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? Vauvert hocha la tête. Oui, mais ce n'est pas une réponse. Tu crois que c'est fini? Que c'est vraiment fini? Eva tourna la tête vers les montagnes des Pyrénées, songeuse. Elle ne lui répondit pas.